LCL, Banque des entreprises, en France et à l'international, vous présente le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon aux États-Unis pour la campagne, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. L'ombre d'une colombe en arrière-plan, Shimon Peres au premier et un titre tolstoïen pour Libération ce matin, Guerre et paix. Avec la disparition de Peres, Israël perd sa mémoire. On le retrouve de profil cette fois pensif en une du Monde qui rend hommage à l'infatigable avocat d'Israël. Il laisse la paix comme testament, écrit Direct Matin. Être président, c'est comme vivre dans une cage dorée. Si vous aimez l'or, il faut y rester. Mais moi, j'ai encore envie de voler, disait-il, nous rappelle le Figaro. Peres qui disait aussi, mes succès les plus importants sont ceux qui restent à accomplir, ce qui renvoie d'une certaine manière à la une de l'humanité, à une œuvre inachevée. Depuis Oslo, la paix toujours remise à plus tard. La paix, c'est en Colombie qu'on la trouve ce matin. Dimanche se tiendra là-bas un référendum sur l'accord entre le gouvernement et les FARC, un vote pour la paix donc qui fait la une de La Croix ce matin. L'opinion nous ramène à nos petites querelles politiques et s'interroge, Hollande et Sarkozy, duo perdant, point d'interrogation, alors que le Figaro flingue un budget insincère pour 2017. Les Échos résument l'héritage de François Hollande en 3 mots, impôts, dépenses, déficit. Bon alors c'est pas en feuilletant 20 minutes que le chef de l'État trouvera du réconfort. Le gratuit se demande en une si celui qui avait fait des 16-24 ans sa priorité s'est mis les jeunes à dos. La réponse tient en un mot, oui, et en un chiffre, 23,7%. 23,7% des 15-24 ans sont aujourd'hui au chômage dans le pays. Et puis il y a le sujet qui risque bien de faire parler dans les jours qui viennent. Le gouvernement est prêt à taxer les hauts salaires et les CDD. C'est aujourd'hui en France qui nous le révèle. Je crois, Axel, que vous allez y revenir tout à l'heure à 7h15. Ah oui, c'est un coup de barre spectaculaire. On est en train de ressusciter la taxe à 75% et même en 4 fois pire. Donc 4 je vais fois en pire parler. que la Oui, taxe. ça doit rapporter 4 fois plus que la taxe 75%. Vous nous en parlerez avec les experts tout à l'heure à 7h15. Je me Mais tout de réjouis. suite, Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Un chiffre astronomique à la une de l'Est éclair, 1 million de jours d'arrêt de travail en 2015 dans l'Aube, plus 5,9% par rapport à l'année précédente. Mais pour l'année 2016, les contrôles sont renforcés. Un coup de massue dans le courrier Picard, coup de massue chez Bigard. Le site de conditionnement de viande d'Ely sur Somme va fermer. Des reclassements seront proposés aux 94 salariés. Et puis la nouvelle provoque de Nicolas Sarkozy. La Provence assure que le candidat compte organiser à Marseille un meeting le 27 octobre, et ce, alors même que le favori des sondages, Alain Juppé, y a déjà prévu de longue date une réunion publique à cette même date. C'est ce qui s'appelle en sport se marquer à la culotte. L'histoire du jour, c'est un village à vendre aux enchères, ça fait la une de l'Ardennais. Et c'est la deuxième fois en 6 mois que Villiers, situé à la frontière franco-belge, se retrouve comme ça mis en vente. La faute à un investisseur local qui, au fil des ans, a racheté un quart du village, mais qui, après un divorce à 22 millions d'euros et une enquête pour blanchiment, escroquerie et fraude fiscale, s'est retrouvé incapable de payer. En mai dernier donc, ses biens sont mis aux enchères devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. Et à la surprise générale, c'est lui-même qui se rachète pour 2 200 000 euros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 6 mois plus tard, il n'a pas versé le moindre centime. Une nouvelle vente devra donc être organisée entre le 21 novembre et le 21 janvier. Et les choses sont claires pour Didier Thierry, l'investisseur douteux. Si le produit de la nouvelle vente n'atteint pas ces 2 200 000 euros, eh bien c'est lui qui devra régler la différence. C'est fou qu'après tout ça, il ait pu racheter lui-même ce qui avait été mis en vente aux enchères. C'est donc à lire dans l'Ardennais ce matin. Axel de Tarlet, pardon. BlackBerry rejoint Nokia au cimetière des téléphones portables, des smartphones. Vous avez trouvé ça dans le Financial Times. Exactement, puisque BlackBerry a annoncé hier qu'il jetait l'éponge et qu'il arrêtait définitivement la production de téléphones portables. Il faut dire qu'il représentait plus que 0,1% du marché, alors que c'était il n'y a pas si longtemps c'était la référence. Un produit culte. Et la chute va très vite. À votre avis, quelle a été l'année où BlackBerry a vendu le plus de smartphones ? Je sais pas, 2002, 2003 2011. C'est en 2011. Il y a 5 ans. 5 ans, on peut chuter. C'est comme si dans 5 ans, on vous disait que Apple jette l'éponge parce qu'ils vendaient plus du tout de téléphone portable. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, BlackBerry, c'est l'histoire très classique du leader qui se repose sur ses lauriers et qui n'a rien vu venir. Et ça s'explique parce que BlackBerry, c'était le premier dans les années 2000 qui proposait sur un smartphone de pouvoir lire ses mails. En plus, il avait une réputation de sécurité, d'être très étanche au piratage, ce qui fait que c'était le produit. On y avait le produit culte des responsables de haut niveau. Il y avait Barack Obama qui ne pouvait pas se séparer de son BlackBerry, Nicolas Sarkozy dans les entreprises aussi, ça faisait très chic. Si on était un leader, il fallait avoir son BlackBerry. Donc, quand tout va bien, surtout,
on ne change rien. Ah et oui. tout le monde est là, vous dit de Pour pas pas changer. déstabiliser les Le clients. patron vous dit qu'il faut pas changer, tout va bien, on est numéro 1. Les clients disent ne changez rien, votre produit est fantastique. En fait, c'est l'histoire classique de Kodak. Kodak était le champion de l'argentique. Pourquoi aller dans le numérique alors que tout le monde vous dit mais non, c'est bien mieux l'argentique, vous êtes très fort. Le grain de l'argentique est bien meilleur que le grain Et du boum. numérique. Et du coup, on voit pas venir les autres et on meurt. Et bien là, c'est la même chose. BlackBerry n'a pas vu venir Apple avec ses applications. D'un coup, le téléphone portable, on va pouvoir acheter des billets de train, consulter son compte en banque, écouter la radio. BlackBerry est mort. Paix à son âme. Eh On ben, pourrait dis peut-être donc. garder le BlackBerry parce que ça va Il y devenir en un a objet un. culte. Il y en a un dans les couloirs d'Europe 1 qui se prennent encore avec un BlackBerry. Il nous vient de l'Antiquité grecque. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. Nico Aliagas, il a toujours Ah bah son voilà. vieux BlackBerry. Enfin, Ça fait entre très ses, chic maintenant. entre ses 18 téléphones portables. À la une de la presse américaine. On retrouve Xavier Yvon, notre correspondant en direct de New York. Encore beaucoup d'articles, Xavier, chez vous qui reviennent sur le débat Trump-Clinton d'avant-hier. Mais il y en a un dans le New York Times qui vous a laissé sans voix, et c'est vraiment le cas de le dire. Et pour cause, il s'intitule « J'ai regardé le débat en coupant le son et j'ai quand même su qui avait gagné ». Alors c'est le journaliste Jonathan Mahler qui raconte l'ordre surprenant de son rédacteur en chef. Tu regardes sans le son, tout seul, sans mail, sans réseaux sociaux et tu ne parles pas à ta femme. Bon, le débat, version monde du silence. Une expérience pour vérifier que ce qui prime, c'est l'attitude, pas les paroles. Alors, notre journaliste a regardé un film muet pendant 1h30, c'est un peu long. Il a deviné que Donald Trump parlait fort. Ça se voyait, dit-il, à sa pantomime exagérée. Il décrit un répertoire impressionnant de gestes avec les bras. Alors, il y a la main qui tranche comme au karaté, l'accordéon. Même quand il ne parle pas, Trump gigote, grimace, ajuste son micro, pince ses lèvres. Et en face, le journaliste note une Hillary Clinton tout en maîtrise, déterminée à ce que son langage corporel ne traduise aucune irritation ou frustration. Elle donne même l'impression de s'amuser. Il voit des sourires, des rires. Elle est presque frivole à la fin, écrit-il, alors que Donald Trump, lui, s'agite de plus en plus. Et c'est là qu'arrive le moment où Hillary Clinton se dandine d'un coup en souriant de toutes ses dents après une longue tirade de son Génial. adversaire. Alors, de quoi s'agit-il? Aucune idée, écrit le journaliste. Mais j'ai su à ce moment-là qu'elle avait gagné. Conclusion, elle avait l'air de s'amuser, lui beaucoup moins. Il vibrait d'anxiété, elle rayonnait de sérénité. Une Alors, expérience donc intéressante, hein. Mais qu'on peut Mais pas ce faire à la journaliste- radio. Voilà, ça c'est sûr. Et surtout, il a raté quelque chose. Ah, voilà, ça recommence. C'est obsessionnel chez vous, les reniflements de Donald Trump, Xavier. Natacha Polony, avoir regardé vos yeux en écoutant Xavier, je me dis que vous aimeriez bien quelques débats filmés sans le son en France, non? Non, mais je pense que c'est une expérience très intéressant, intéressante hein. en effet, parce que le langage corporel, surtout en politique, est toujours révélateur, bien Ouais. sûr. Et ça échappe parfois aux communicants. On a beau les Oui, oui. briefer, machin, etc. Évidemment, le journaliste du New York Times, il avait tout compris. On regarde la télé ce soir avec oui. le son. Et Oui. envoyé spécial sur France 2 à 20h55. Oui, Eva. et c'est Élise Lucet qui prend les rênes du magazine. Alors, avec la ferme intention de proposer des enquêtes fortes, et pour cette première, c'est réussi, avec notamment un sujet sur l'affaire Big Malion et les soupçons de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Il y a 2 points forts dans ce sujet. Le premier, c'est le témoignage de Franck Attal. Il était l'organisateur des meetings pendant la campagne. Il s'était jamais exprimé publiquement. Cette affaire a provoqué un petit psychodrame à la rédaction de France Télévisions d'ailleurs. Hein, de France 2, c'est ça, Exactement, ouais. puisqu'ils se sont disputés On sur la diffuse, date on de diffuse pas, diffusion quand, du comment, reportage. etc. Exactement. Alors pour masquer les dépenses trop élevées de la campagne et à la demande de Jérôme Lavrieux, qui était à l'époque le directeur adjoint de cette campagne, Franck Attal a accepté de mettre en place un système de double facturation et il raconte comment tout a commencé. Donc vous allez nous vous déplacer la facturation. Et là, sincèrement, je comprends pas au début. Je lui dis, c'est-à-dire déplacer la facturation. Et il dit, vous nous livrez les meetings dans les formats habituels et il y aura une partie de la facturation liée au meeting que vous allez facturer à l'UMP. Et du coup, ça nous permettra de tenir la ligne du compte de campagne. Mais je sens qu'il y a un problème grave qui va commencer là. Ah oui, un gros problème parce que par exemple, un meeting de Marseille qui a coûté 770 000 euros, facturé à ce prix-là, il est seulement facturé 100 000 euros au candidat. Et la différence, en fait, c'est l'UMP qui la paye. Et alors, c'est le deuxième point fort de cette enquête, c'est que les journalistes ont retrouvé les factures qui prouvent cette double comptabilité. Ils sont même allés jusqu'à interroger les sous-traitants pour connaître le montant réel de leurs prestations. Au total, le système aurait abouti à quand même 18 millions d'euros de fausses factures. Le reportage est remarquable à la fois de rigueur et de clarté. Et sur un plan judiciaire, on attend toujours la suite des événements puisque le juge devrait dire dans les prochains jours si Nicolas Sarkozy et les 13 personnes qui sont mises en examen dans ce dossier, dont Franck Attal, sont renvoyées devant le tribunal correctionnel. Voilà, enquête à suivre dans Envoyé spécial, nouvelle version présentée par Élise Lucet. C'est ce soir sur France 2 à 20h55. Merci les amis, à demain.